pas terrible l'autre jour. Enfin, c'est pas trop grave quand même, parce que sinon je suis l'enfant de la gravité, je suis l'enfant de la violence grave, je suis l'enfant de la famille qui dysfonctionne complètement, je suis l'enfant... voilà. Donc non, il va souvent relativiser, il ne faut pas s'en étonner. Hein, mais par contre, il faut aller au-delà des apparences pour savoir vraiment ce qui se passe. Et j'aimerais rajouter un élément très important en termes de compensation, c'est ces histoires de maniaque du rangement et de la propreté. Vous savez quand, ça aussi, raisonner sur le tout et son contraire, pourquoi en vient-on à la manie du rangement et de la propreté? Une histoire de contrôle. Est-ce que madame contrôle les violences? Non, elle subit. Alors qu'est-ce qu'elle pourrait faire qu'elle contrôle? Ranger, laver. L'émotion, la souffrance, les plaies de l'âme non cicatrisées, c'est l'anarchie, c'est l'enfer émotionnel. Ça part dans tous les sens, elle est impuissante. Alors, vous rangez quoi? Ça, je pose, bien carré, bien rangé. C'est très utile et c'est très sécurisant. Qu'est-ce qui m'arrive là? Je flouche, voilà? Non. Est-ce que c'est moi qui le fais? Oui, je contrôle. Ah, super. Est-ce que je domine d'ailleurs mes... Est-ce que je domine mes objets? Bah oui, je les domine. Je ne suis pas dominé. C'est pas des humains, ces choses-là. Ils ne peuvent pas me faire de mal. Ok, très bien. Vas-y, dis-moi. Moi, je suis tranquille, je suis en paix. Vous me suivez? Et quand ça devient une manie, ben, c'est presque une obsession, une compulsion, justement. C'est-à-dire, ça vous montre que proportionnellement, à un haut niveau de manie, ben, proportionnellement, il y a aussi un haut niveau de souffrance, un haut niveau de blessure, un niveau de dysfonctionnement, de désorganisation de sa vie émotionnelle. Et n'oubliez jamais que les gens qui veulent s'intéresser à la technique, à l'informatique, à la technologie, à tout ce qui est donc des sciences dites dures, physique, chimie, mathématiques, etc., s'ils en veulent faire leur métier, comme les comptables, comme les mathématiciens, comme les géomètres, comme les architectes, comme toutes ces professions-là, n'oubliez jamais qu'il est possible, je ne dis pas systématique, mais possible, qu'il soit de la même manière une compensation du désordre émotionnel passé, parce que l'émotion c'est psychologique, parce que ces professions techniques c'est du cartésien, à fond. C'est une recherche du contrôle à chaque fois. Donc quand on veut faire du forensics, il y a toujours une raison. C'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est en général pas très bien passé avant d'un point de vue psychologique ou émotionnel. Parce que quand on veut en faire sa carrière, c'est qu'on veut vérité là où il est tabou. C'est qu'on veut la justice là où il y a de la justice, injustice. Et c'est parce qu'on veut voilà, de la preuve et de la certitude et du résultat sûr, là où c'était l'impuissance, le désordre, l'anarchie, le bordel complet. Et c'est pareil pour le droit d'ailleurs. Quand on va vers le droit, c'est qu'on veut bien sûr avoir une certitude dans la loi. Parce qu'il n'y avait pas de loi, il y avait de l'immoralité, il y avait de l'inégalité, il y avait de l'injustice, tout ça c'est lié. Vous voyez ? Ainsi donc, à 3 ans, un traumatisme psychique. Qu'est-ce qui se passe? Guy, qu'est-ce qui se passe à 3 ans chez notre ami X? Page 12 sur 27. 3 ans de traumatisme psychique, oui. Il fait une chute dans un canal près d'une usine. Oui. Près d'une usine. Et du domicile de sa grand-mère paternelle. Exact. Puis, on finit. Ne sait pas nager, a failli se noyer. Un médecin le sort de l'eau et lui prodigue. Réanimation. Tu as un logiciel de réanimation. Hospitalisé plusieurs jours, oui. Il en gardera une gêne respiratoire permanente. Très bien. Mon Dieu. Voici ce petit garçon qui est sous la garde de cette grand-mère paternelle. Il est donc chez elle. On sait déjà qu'il est livré à lessive, lavage et compagnie. Puis, c'est pire, à 3 ans, et il s'en souvient comme si c'était hier, puisqu'il nous le raconte.
Il fait une chute dans un canal près d'une usine et du domicile de sa grand-mère paternelle. C'est en fait, il précisera de vive voix qu'il était en train de faire le ménage, ils sont une horreur, cette histoire de ménage, c'est tout le temps, il dit je fais une pause, je sors de cette maison d'enfer et je tombe malheureusement dans le canal. Il y avait un petit cours d'eau là qui était proche de la maison de la mamie et je tombe dedans. Sauf que je ne sais pas nager. Je suis en train de m'asphyxier, je suis en train de me noyer. Alors, il y a un médecin qui passait par là, hein, Jésus-Christ était toujours pas loin ce jour-là, qui le sort de l'eau et lui prodigue les premiers soins de réanimation. Mais qui aurait dû faire ça? Qui d'ailleurs n'aurait jamais dû le laisser sortir? Qui n'aurait jamais dû donc manquer son attention vis-à-vis de lui? C'est sa grand-mère, bien entendu. Et il aura ces mots très durs de vive voix, mais qu'il n'a pas écrit, en disant, vous savez, j'étais là en train de me... Et je la voyais à la fenêtre. Elle était impassible. Elle regardait. Donc, comme presque l'image de cette grand-mère qui regarde son fils dévaler les escaliers, qui ne fait rien. Pareil. Voilà. Tel père, tel fils, en tout cas dans les yeux de cette grand-mère. Et ça, c'est terrible, parce que ça, c'est un crime. C'est non-assistance à personne en danger. C'est un crime aussi parce que c'est plus que de l'assistance. On a bien compris que c'était presque de la cruauté chez cette dame qui sait très bien ce qui se passe et qui l'espère. En fait, elle veut, en le laissant faire, qu'il meure. Pour lui, il n'est rien. Non, pardon, pour elle, il n'est rien. Donc, quelque part, à 3 ans, on a voulu le tuer. Ça revient à ça. Ça revient à ça. Déjà à 3 ans. C'est un enfant presque... Alors, si on revient... Est-ce qu'il était vraiment désiré? Est-ce que c'est un enfant, vous voyez, issu du viol entre le père et la mère aussi? Une grande question dans ce contexte. Est-ce que c'est un enfant qui était, en tout cas, suffisamment aimé pour avoir le sentiment qu'il pouvait être ressourcé et passer cette épreuve du feu de la meilleure façon? Non, je ne crois pas. Je crois déjà que le contexte était prédisposant. Hein, on ne sait pas exactement quoi, mais enfin, mort-vivant, ça serait un peu trop fort, mais en tout cas, avec déjà un déficit de sentiment d'existence dès qu'il est né, me semble assez approprié dans un contexte pareil. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que quel enfant peut donner de l'amour alors qu'on a voulu le tuer? Quel enfant peut donner de l'amour alors qu'il est maltraité? Quel enfant peut donner de l'amour alors que sa grand-mère le laisse se noyer? Quel enfant normal? On attend qu'un enfant soit normal, qu'il puisse faire des écoles normales, qu'il puisse se comporter normalement dans la vie. Hein, quand il vit tout ça, il faut quand même être juste dans la vie en disant, même si on n'excusera pas ce qu'il a fait après, il faut quand même se dire que si on visait ça, on aurait probablement quelques soucis à s'insérer socialement et avoir une affection normale avec les autres. C'est attendu. En tout cas, ce jour-là, la mort a eu lieu. Il sait que cette grand-mère est une tueuse. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Voilà, et qu'elle a tué aussi son père, l'amour de son père, et ensuite l'amour de son père pour lui. Elle a tout fait, elle a tué. Elle pouvait le tuer physiquement, elle l'a tué psychologiquement, elle a tué son père psychologiquement, affectivement, et maintenant, voilà, j'en suis là. 5-6 ans, il entre à l'école maternelle, battu et rejeté par son père suite à la dispute avec le frère de ce dernier. Encore, on ne revient pas là-dessus. La mère s'interpose pour protéger X. X s'interpose pour protéger sa mère. Ah bah oui. Ça c'est intéressant parce que c'est une des premières fois, je crois, où on dit que lui, cette fois-ci, prend la défense de sa mère. Après, sa mère ait pris sa défense. Mais c'est très important parce que maintenant, je ne veux pas que la seule personne dans la vie qui m'ait donné un tant soit peu d'amour soit maltraitée. C'est donc que je deviens agressif et violent moi-même pour protéger. Voilà. Alors là, quoi? Vous allez dire que c'est un criminel qui défend sa mère parce qu'il est agressif? Vous allez dire que c'est un délinquant violent parce qu'il protège sa mère alors qu'il est agressif? Vous voyez ce que je veux dire? C'est que là, on entre dans une autre dimension en disant, attendez, oui, j'entends bien que c'est un délinquant qui peut donner des coups pour protéger sa mère. Il a donné des coups, c'est des violences volontaires. Effectivement, c'est un délit, peut-être pire s'il y a eu
homicide involontaire ou tentative d'homicide, d'accord, très bien, j'entends bien, tout ça c'est pénal. Mais enfin, ce garçon, il donne des coups pourquoi? Voilà. C'est vrai que la légitime défense de sa mère. C'est pas un agresseur en série. Hein, si on le résume à ça, c'est pas vrai. Donc, il s'interpose pour protéger sa mère, le père est alcoolique, extrêmement violent, sous l'empire de l'alcool, on a bien compris. Pas de grand-père maternel, on l'a déjà dit. Les sœurs sont épargnées, alors ça c'est une autre histoire, et une maison à la campagne, donc ça, on ne dira jamais assez que l'environnement joue beaucoup aussi. Si vous avez des voisins, par exemple, vous voyez, quand on parle trop fort, il y a l'autre qui arrive, il dit, ah, vous pouvez un petit peu. Bon, imaginez que vous ayez... et puis à un moment donné, donc, personne ne bouge. Oui, c'est normal, maison de campagne, isolée, il n'y a pas de voisins. Donc qu'est-ce que vous voulez que les gens viennent sauver ce petit garçon? Bon, maintenant, si vous êtes à Paris, et quand on et puis ça crie, ça hurle, etc., et personne ne bouge, vous étonnez pas qu'à 18 ans, 20 ans, ce jeune en veuille à la société. Parce que vraiment la société n'a rien fait. La maîtresse a eu le temps de voir ce qui se passait, le policier qui était dans la rue qui a eu le temps de voir, les voisins ils ont eu le temps de voir, personne n'a bougé, personne n'a rien fait, donc c'est une non-assistance à personne en danger généralisée, et c'est chaque individu bien sûr qui compose la société. Vous avez ensuite un antisocial qui vous dépose des bombes, qui va être un tueur en série, ou qui revient effectivement à faire chier son voisinage à tout craint. Voilà, vraiment il ne faut pas s'en étonner. Mais je répète, la nécessité absolue dans ce cadre-là, qu'il y ait au moins une lumière au bout du tunnel. C'est-à-dire qu'il y ait au moins quelqu'un qui lui donne un bon exemple. Au moins quelqu'un qui l'aime, au moins quelqu'un qui va lui donner sa chance au travail, au moins quelqu'un qui va l'aider pour se raccrocher scolairement. Vous voyez, quelqu'un au moins qui soit une ressource, en disant qu'il est différent des autres celui-là. C'est différent de tout le monde. Donc s'il y en a au moins un, comme on dit effectivement, si au moins j'ai sauvé une vie, ma vie aura eu la peine d'être vécue. Donc de la manière que je vais donc aider quelqu'un, ça va être la peine parce que j'ai au moins sauvé peut-être cette personne avec cette exemplarité, ce petit modèle, humble mais vrai, d'être plutôt bien dans ma vie, à lui dire voilà, tu peux suivre aussi ce chemin-là, c'est pas que du mauvais dans ma vie. Ok? Donc c'est vrai qu'il faut soigner son voisinage. Quand vous allez donc quelque part, il y a bien entendu le prix, la surface, l'accessibilité, tout ce qui rend les commodités visuelles intéressantes. Mais regardez quand même avec qui vous allez là, si vous n'avez pas la famille Adams en face de votre appartement, ou si vous n'avez pas, je ne sais pas moi, Action Directe, le nouveau crépuscule d'Action Directe qui est en train de se fomenter donc, derrière votre dos, ou tout simplement le psychopathe du coin qui est tellement asocial, tellement isolé, qu'il ne réagira pas le bout de l'ongle pour vous, etc., etc. Entre l'école primaire, CP, CE1, CE2, CM1, CE2, d'accord. X ne s'entend plus du tout avec son père depuis l'âge de 8-10 ans. Il déteste sa vraie partenaire, j'ai jamais pu la voir, il fait toujours des histoires, etc. Ambiance familiale désastreuse, on l'a dit. Et là, il y a un repli sur soi. Ça, c'est nouveau. Retrait relationnel, démarche rapide, inquiète, déplacement véloce, brusque. Il faut que vous reteniez les trop. Quand vous avez, en termes de violence scolaire, un enfant, même à 8 ans, 9 ans, 10 ans, ou préadolescent, qui est trop retiré, qui est trop solitaire. Voilà. C'est toujours les deux extrêmes, de toute façon. C'est trop agressif, on voit une tornade dans la classe, ou alors quelqu'un qui a toujours le regard perdu, le regard dehors, le regard dans ses papiers, qui ne parle jamais aux autres, qui est vraiment complètement replié sur lui-même. Ceci est parfaitement anormal et symptomatique très souvent du mal-être. Entre dans un collège technique, il a 14-17 ans, 4e, 3e, serait devenu bon en mathématiques. Ah, c'est bizarre. Hein? Pourquoi on devient bon en mathématiques dans ces cas-là? Vous savez maintenant. Vous savez. On devient bon en mathématiques parce que c'est sûr, c'est sécure, c'est contrôlé, c'est pas émotionnel, c'est pas de la violence. C'est paisible les mathématiques. 1 plus 1 égale 2, 3 fois 2, 6. 100 divisé par 5. Il y a un problème là-dedans? Non. C'est simple, c'est sûr, c'est vrai, c'est toujours le même résultat.
Voilà, il y a aussi le dérèglement de l'éducation. Un jour, par exemple, la mère dit tu feras ceci. Le lendemain, le père, non, tu feras pas ça parce que ben, j'aime pas ta maman et puis de toute façon, ça ne passera pas comme ça. Puis le lendemain, oh, t'inquiète pas, va, viens dans mes bras, je vais te câliner, c'est pas grave. Ah non, tu vas pas dans les bras de maman parce que sinon je t'en colle une. Voilà, c'est un jour blanc, un autre jour noir, les comportements vont dans tous les sens. Eh ben non, 1 plus 1 égale 2. Et ce sera toujours comme ça. Eh oui, la règle. Tentative de vol d'une mobilette qui va l'amener devant le juge des enfants. Ah, c'est la première fois qu'il va donc commettre... Ah non, pardon, j'ai oublié quelque chose. X dit que son père était jaloux de lui, mais ce dernier arrivait à faire des choses que je n'arrivais jamais à faire. Ah, il dit que son père était jaloux de lui, parce que ce dernier arrivait à faire des choses que je n'arrivais jamais à faire. Oh. Tant on a l'estime de soi que l'on veut pour son enfant, même si vous n'êtes pas un bon mathématicien et qu'il réussit en mathématiques, vous allez dire c'est bravo mon fils, bravo ma fille. Vous n'allez pas dire à votre enfant ah je suis jaloux. C'est quoi ça? Pourquoi tu as fait ça? Non, c'est pas bien. Vous faites 15 sur 20 la prochaine fois. Non, vraiment c'est nul. Non, sachant absolument rien, mais bon voilà, il le surpasse. Alors atteinte à son ego, son narcissisme, et boum, il lui tombe dessus en le dévalorisant. C'est quoi ça? Ça en rajoute une couche, c'est vrai, hein, sur l'état d'esprit du père. Quant à la tentative de vol d'une mobilette qui va l'amener devant le juge des enfants, c'est donc son premier acte de délinquance. Alors, c'est là que vous devez comprendre quelque chose. En tout cas, au moment où il vole cette mobilette, pourquoi le fait-il selon? Dans ce contexte général, quand pouvez-vous comprendre le vol d'une mobilette? Pourquoi il vole cette mobilette? Parce qu'elle n'a pas eu légalement dans son père. Déjà, un père normal devrait lui donner quelque chose, à son anniversaire donner quelque chose, à sa mère elle devrait effectivement, on pourrait penser à lui, mais non. Vous comprenez que dans ce contexte familial, c'est pas de mal à veille qu'il aura une mobilette, ou même un vélo, ou même un vélo en jouet. D'accord? Et donc, il prend au départ ce qui lui semble être son dû. Ce qu'on devrait donner à tout enfant. Vous voyez? Et vu comme ça, déjà, c'est pas un simple voleur. C'est pas non plus un voleur par nécessité, hein? C'est pas non plus l'autre extrême, hein? Faut pas exagérer. Mais c'est une dimension qui ne le réduit pas en tout cas au vol par simple intérêt utilitaire. Hein? On a l'habitude de voir dans la qualification pénale. C'est pas ça. Non, non, non. Il vole pourquoi? Parce que quelque part, ça fait des années qu'on ne lui donne rien, ou qu'on ne le valorise pas dans ses petits cadeaux, même matériels, qu'il n'est pas vraiment donc un aimé à tout point de vue, mais aussi matériellement. Et une mobilette, pourquoi une mobilette? Comme un vélo, comme des voitures, ça aurait pu être. Pourquoi? Bon, c'est vrai, les garçons aiment les voitures, d'accord. Les 2 roues, les 4 roues, les 3 roues, les 8 roues, les chenilles sur roues, les chenilles sur roues. Mais non, pourquoi d'après vous? Parce que c'est là, Léo. Voici un enfant qui a été emprisonné, un enfant qui a été oppressé, un enfant qui est privé de sa liberté. La mobilette, vous voulez? Vous sortez de ce carcan, vous libérez, vous voyez d'autres univers, d'autres horizons. Vous n'êtes plus entre 4 murs de violence et de souffrance. Vous allez ailleurs. C'est donc un moyen de locomotion important pour vivre sa liberté, son autonomie, sa vie en tout cas en dehors de ce contexte. Donc on voit aussi que vu comme ça, le vol, bien sûr il n'est pas bien hein, pénalement évidemment, mais il a sa justification compréhensible dans les yeux du voleur et de son vécu, c'est tout ce que je dis. Bon. Il casse la vitrine d'un magasin de jouets et en vole 2. Ah je me demande bien pourquoi aussi. Au début, la première fois qu'il le fait. Un jouet. Il se trouve que le père est très doué pour les travaux manuels. Alors X collectionne les maquettes de camions qu'il construit lui-même. Ah, pourquoi d'après vous? Il construit des maquettes de camions. Quelle est la profession du père? Chauffeur de camion. Chauffeur routier, chauffeur de camion, absolument. Autrement dit, le fils collectionne des camions qui se trouvent être l'objet principal du métier de son père. Qu'est-ce que ça vous inspire?
ben, qu'il aimerait bien être comme son père ou avec son père. Vous voyez, c'est que quelque part il lui manque. Il aimerait bien effectivement vivre des choses positives avec ce père, et il manque le camion dans son métier principal, parce qu'en plus il est parti, lui aussi, du milieu familial. Il a abandonné sa famille, donc il est parti avec comment? Ben, en camion aussi, puisque c'est son métier. Donc vous voyez, et donc d'où la mobilette aussi, hein, c'est le fait d'aller peut-être d'aller voir son père avec la mobilette, hein, au passage. C'est pas uniquement partir de la maison. Bon. Donc tout ça, c'est un véhicule où il veut faire comme son père ou être avec son père. Un rapprochement. Il n'a pas eu. Et qui sait, excusez-moi, parce que ce milieu familial était terrible, ces 4 murs étaient terribles, qu'il n'avait pas d'issue, que c'était la véritable impasse pour tout le monde, peut-être espère-t-il qu'en dehors de ces 4 murs, en retrouvant son père ailleurs, y compris dans son camion où il est en train de voyager je ne sais pas où, eh bien ça se passera autrement. Qui sera un autre père, un autre homme. Pas sous l'emprise psychologique de cette grand-mère. Il aime la menuiserie et réalise des meubles en bois. Parce qu'il est manuel. Quand on n'est pas... Voilà, c'est aussi quelque chose que vous comprenez. On peut avoir des troubles émotionnels qui nous amènent à être forensiques. Évidemment que tout ce qui est psy nous amène intellectuel, cérébral, nous amène à être manuel par opposition. C'est pas qu'on est bête, c'est pas qu'on apprend. On ne sait pas comment aller dans des grandes études, c'est pas ça. C'est que quand en tout cas on a fait ce choix, qu'on veut vraiment faire ce choix, on est amené à faire naturellement donc cette orientation professionnelle. Hein, je ne dis pas des cas de raccrochage scolaire, des choses comme ça, mais quand vraiment c'est notre être qui va vers là, qui tend vers ça, pensez que ce qui est manuel, ce qui est contraire du manuel, c'est cérébral, c'est psychologique. Donc tout ce qui n'a été des problèmes psychologiques, des émotions immaîtrisables, ben moi je veux maîtriser de nouveau mon truc. Et quand je fais de la menuiserie, ben je contrôle tout ce qui est dans mes mains. Ça n'est ni souffrance encore une fois, ça n'est ni violence, ça n'est ni ingérable, c'est au contraire tout ce que je peux faire utile avec mes mains. Talent d'horticulteur, cultivant de magnifiques parterres de fleurs dans le jardin familial. Waouh! Voilà un jeune homme qui s'oriente vers la nature. Mais vous savez quoi? Parce que je vous l'ai dit, ça, c'est pas un homme. Ça ne fait pas souffrir. Ça ne me déstabilisera jamais psychologiquement. Et vous savez quoi? Un arbre, c'est pareil. Une plante, une fleur, c'est pareil. Ouais. L'environnement, la nature, c'est pareil. Et donc ceux qui aiment voyager dans la nature, ceux qui aiment passer des temps monstrueux à faire du jogging dans la nature, ceux qui aiment se balader avec leurs chiens à faire les champignons à n'en plus finir à l'automne,